Allez, c'est Alors, parti. Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier décryptage de la fiche technique de remise de maquette lors d'un marché public. C'est notre 11e rendez-vous en ligne qu'on propose depuis plutôt le début du déconfinement parce qu'on a commencé tard. C'est le 11e, c'est aussi le dernier de la saison parce que là, on va travailler encore un peu jusqu'au 31 juillet, mais pour vous préparer le programme de la rentrée qui sera tout aussi sympa et chargé que ces dernières semaines et pour partie, j'espère, en présentiel parce qu'on a bien envie de vous revoir autrement qu'à travers un écran. Voilà, on va mettre tout en œuvre et on verra ce qu'on fera du mix distanciel à la rentrée. En tout cas, c'est le 11e et le dernier pour la saison et on est ravis que vous soyez parmi nous. La rencontre est enregistrée, on proposera un replay comme d'habitude dans la prochaine newsletter. Et maintenant, je vais passer la parole à Franck qui va nous expliquer ce qu'est cette fiche technique et en quoi ça va tout changer à partir de la rentrée. à partir de maintenant, oui. Alors, bonjour à tous. Juste deux mots pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou je ne connais pas. Je suis Franck Dubois, je m'occupe d'une agence qui s'appelle Perroquet Bleu. Mon cœur de métier depuis toujours, c'est graphiste. Donc, je suis pile poil dans les préoccupations sur ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire ça, le PDF. J'y reviens tout de suite. Pour vous dire que ce n'est pas tout à fait avec le club que j'avance sur ces sujets, mais je pense que c'est très important de le partager avec le club. C'est avec l'AFD, l'Alliance française des designers, devenue l'Alliance France Design il y a quelques mois, avec laquelle depuis, en préparant cette réunion, je me suis aperçu que ça faisait à peu près 20 ans que je travaillais sur ce sujet des maquettes gratuites. En 2004, j'avais eu le plaisir de coécrire ce petit bouquin avec le Centre national des arts plastiques sur le sujet. Ce qui est dans ce bouquin de 2004 est le copier-coller de ce qu'on trouve dans la fiche du ministère qui est sortie début juin, pour vous dire combien de temps il faut pour faire évoluer les choses. Et voilà. Et le sujet est bien la commande publique, hein, parce que ne peut être régulée que la commande publique, et puis les éternelles étapes de maquettes qui sont demandées par les donneurs d'ordre avant de pouvoir attribuer le marché. Ça fait donc à peu près 20 ans qu'on se bataille sur le sujet avec des interprétations qui sont toujours à la faveur de celui qui les lit. Donc d'un côté, vous aviez les graphistes qui lisaient le code des marchés publics en disant « vous n'avez pas le droit de me demander des maquettes gratuites ». De l'autre côté, vous aviez les acheteurs publics qui disaient « on voudrait des maquettes, mais seulement une esquisse », etc., avec un cahier des charges plus ou moins précis sur le sujet. La note de… Alors, c'est signé des ministères économiques et financiers, donc il y a l'industrie, il y a le ministère de l'économie, il y a du Bercy, etc., vient expliquer enfin ce qui est demandé donc, depuis cette vingtaine d'années, expliquer la notion d'échantillon, de maquette et de prototype dans le cadre de la passation des marchés publics. Le texte existait, il existe depuis 1956 sur le sujet, et il était relativement flou, relativement arrangeant. La réalité de terrain, c'est qu'il y avait des dérives. Alors, il ne s'agit pas de prendre parti pour les donneurs d'ordre ou de prendre parti pour les graphistes, ce n'est pas le problème, c'est que c'était une zone de flou et que cette zone de flou était donc souvent l'objet de conflits, mais que globalement, elle mettait tous ces marchés dans des situations juridiques qui n'étaient pas stables. C'est-à-dire que tous ces marchés dans lesquels étaient demandées des maquettes et des choses comme ça et qui n'étaient pas rémunérés, faisait que le marché n'était pas forcément juridiquement stable. Alors, ce n'est pas très grave quand c'est un petit marché pour une affiche d'une manifestation. Ça peut être beaucoup plus compliqué pour une grosse collectivité qui passerait un gros marché et qui n'aurait pas d'une stabilité juridique à 100%. C'est-à-dire que le marché pourrait être remis en cause à cause de ce qui pourrait être interprété comme un vice de procédure. Voilà. Alors, on parle bien de ce document-là. Vous avez reçu le PDF. C'est un PDF qui est encore en cours de travail. Je viens de m'apercevoir bêtement que, par exemple, je n'ai pas mis dans le PDF un lien direct vers le site du ministère qui permet de télécharger l'original de la fiche technique. Donc ça, je vais y remédier. Donc on était sur la version 0.1, donc il faudra l'écarter. On a une autre version aussi qui est sortie depuis hier soir, qui a la même que celle que vous avez, sauf on la partagera peut-être tout à l'heure. En dernière page, j'ai mis un exemple d'application dont
dont on pourra parler tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un œil. Ce n'est pas forcément limpide, ce document. C'est pour ça que moi, je suis parti sur une explication à partir du document public, sachant aussi que souvent, dans ces discussions, on a l'impression que c'est celui qui parle qui a raison. Donc, je suis reparti du document avec la Marianne. C'est le seul qui doit faire référence pour tout le monde, de façon à expliquer ce que le ministère a voulu faire. Et sur les côtés du document, je vous ai mis des bulles. Alors, on va regarder ces bulles ensemble, puis après, on pourra discuter. La première page, c'est du blabla qui n'est pas inintéressant, mais qui n'est pas très enrichissant. En revanche, en haut de la page 2, le point 1.2, il vient définir un petit peu les conditions de la demande d'échantillons de par le donneur d'ordre public. Et c'est intéressant parce que le législateur, on va dire, même si ce n'est pas un texte issu du Parlement, c'est un texte issu du ministère, le législateur, d'occasion, là, on va dire, dit bien que la demande d'échantillons doit être justifiée et il précise que ça ne doit en aucun cas constituer un début d'exécution. Alors, ça, c'est très clair, c'est le début de l'exécution dans les marchés publics, c'est une règle. On ne doit pas commencer à travailler sur un marché public avant d'avoir un bon de commande. Et quand on est à l'étape de la consultation, voire de la compétition, on n'est pas encore, on n'a pas encore le bon de commande par définition parce qu'on n'est pas retenu. Et donc, la règle est redéfinie. Ce qu'on demande lors d'un marché public sans cadre de rémunération ne peut pas constituer un début d'exécution. Les gens peuvent vous demander des devis, peuvent vous demander des méthodes de travail, parfois des calendriers, peuvent vous demander des références sur le sujet, mais ils ne peuvent en aucun cas vous demander, en dehors d'un cadre juridique défini, ils ne peuvent pas vous demander des débuts d'exécution, c'est-à-dire la fameuse esquisse, la fameuse maquette. On aimerait bien voir comment vous aborderez le problème. Voilà. Ça, c'est le point 1.2. Sur la même page en bas, le rédacteur précise qu'on va dissocier l'appréciation de la valeur technique de l'offre, c'est-à-dire votre capacité a priori à faire le boulot qui est demandé, et l'analyse de ces échantillons. Il fait bien la nuance entre les deux. Ça nous concerne que moyennement, mais c'est intéressant parce que en fait, il crée bien une scission entre la valeur d'une offre de par vos références, votre capacité à le faire, et les échantillons que vous pourriez demander. C'est deux analyses qui doivent être séparées, différentes. Je continue ma lecture. Alors, la page 3 de ce document, qui n'en fait que 4, hein, oui, c'est ça, est plus riche en informations. On a, par exemple, la redéfinition de la notion d'investissement significatif. Cette notion d'investissement significatif qui date du Code des marchés publics, donc 1956, est une notion qui était assez floue pour que chacun l'interprète à sa manière. Le donneur d'ordre disait c'est une petite maquette qu'on vous demande, ce n'est pas un investissement significatif. De l'autre côté, les graphistes disaient mais moi, pour sortir une maquette, il me faut à minima une discussion, il me faut ceci, il me faut cela. En fait, c'est le boulot d'une demi-journée ou d'une journée pour arriver à vous sortir quelque chose. Donc là, il y avait des points de tension grâce à des lectures qui étaient différentes. Là, on redéfinit cette notion en expliquant clairement que tout ce qui sort du devis et du dossier de présentation est un investissement significatif. Voilà. On a sur le quatrième paragraphe, un exemple concret qui concerne directement les designers graphiques sur des histoires de mise en page, qui dit clairement que si on doit donner des exemples de mise en page liés au projet, elles doivent être indemnisées. Cinquième paragraphe, il y a une première définition de la valeur de l'indemnisation. C'est-à-dire que l'acheteur public doit mettre en place les conditions d'une indemnisation et le rédacteur aide l'acheteur public à définir les conditions de cette indemnisation. Et elle définit aussi pourquoi, dans le paragraphe suivant, pourquoi il faut faire une indemnisation. On parle bien, entre guillemets, d'une indemnisation sérieuse. Juste petite pause, beaucoup de marchés publics que j'ai pu croiser depuis 20 ans offrent des indemnisations de 150 € de TTC pour des maquettes qui demandent à peu près une journée à une journée et demie de travail. Donc, on n'est pas dans des indemnisations sérieuses. Donc là, le rédacteur de la fiche précise bien qu'on doit être sur des indemnisations sérieuses. Et il dit aussi pourquoi, sur le fond, c'est important que l'acheteur public
se plie à cette logique d'indemnisation. En fait, c'est une logique d'accessibilité pour tous au marché public. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous misez sur le temps disponible chez les personnes qui peuvent prétendre répondre à votre marché, eh bien, vous créez une différenciation des chances de pouvoir remporter le marché public pour les prestataires. Donc, il rappelle cette donnée-là et en parlant bien de, alors non, ça c'est ma formule à moi, mais d'une rupture d'égalité de concurrence face au marché public, parce que certaines sociétés vont avoir assez de temps pour faire des concours gratuits, d'autres, parce que les effectifs ne sont pas là ou parce que pour d'autres raisons, n'ont pas suffisamment de temps. Et donc, si on impose à tout le monde des concours gratuits, on crée une différence d'égalité dans la chance de pouvoir remporter un marché public. Voilà. Hop, 4e page. Ça va assez vite, hein, ce petit document. Après, je vais revenir sur le fond. On a un autre exemple lié au design graphique en haut de colonne qui parle des logos, des affiches, des cartes, etc., etc. Et ensuite, le point 2, parce que là, on a rappelé un peu ce que tout le monde, ce qui se dit depuis des lustres, on va dire, mais le point 2 est plus important parce qu'il vient définir précisément ce que c'est qu'une indemnisation. Je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai vu à plusieurs reprises souvent des gens qui indemnisaient parce qu'ils étaient obligés de le faire. Et les premières indemnisations qui circulaient, les gens n'hésitaient pas à dire 150 € TTC pour plusieurs maquettes d'une affiche ou plusieurs maquettes ou plusieurs propositions. Donc, je vous laisse deviner ce à quoi ça correspond économiquement parlant dans une économie même de quelqu'un d'indépendant. Quand il s'agit de travailler un jour, voire un peu plus sur un projet, c'est évidemment pas en phase avec la réalité. Là, la règle m'a été confirmée à l'oral par quelqu'un du ministère. Je précise cette information parce que je n'ai pas encore la confirmation écrite du ministère. Mais le texte est assez limpide et la personne que j'ai eue à Lyon, pourquoi c'est à Lyon, m'a répondu. Le système est assez bizarre parce que quand vous êtes prestataire et que vous appelez le ministère, on ne vous répond pas. C'est un principe. On répond au donneur d'ordre public. On ne répond pas au prestataire qui est derrière. J'ai usé un peu de la carte AFD, de la carte CA de l'AFD et responsable des marchés publics depuis des lustres pour obtenir une réponse orale. Et là, pour l'instant, on est en train de mettre en place une façon de pouvoir valider notre document de façon à ce qu'il puisse faire foi et qu'il puisse faire référence sur le dialogue entre les donneurs d'ordre et les graphistes. Mais le texte, vous allez le voir, on va le lire ensemble, ce petit paragraphe. Il n'est pas très compliqué. Le montant de cette prime devra être réaliste, on revient à des réalités, et correspondre à l'investissement fourni par les candidats compte tenu du degré de précision demandé dans la remise de leurs prestations et de la complexité de l'opération. Je fais une petite pause. Ça veut dire que plus le donneur d'ordre demande de choses pour son concours, pour pouvoir faire le tri, le choix entre deux prestataires, deux ou plusieurs, plus il en demande, plus ça sera cher. C'est clairement indiqué. Toutefois, je reprends la lecture. Il est obligatoire d'indemniser les soumissionnaires, c'est-à-dire les candidats, à hauteur de 80% minimum du prix estimé des études à effectuer dans les cas suivants. On retrouve les cas de marché public. Ce chiffre de 80%, c'est la vraie nouveauté. Et pour tout vous dire, à l'AFD, on n'a jamais demandé autant. On est étonné de ce montant. Mais en même temps, c'est très réaliste. C'est-à-dire que si je demande à quelqu'un de concourir sur un dossier et que j'estime qu'il va mettre une demi-journée pour répondre, le rédacteur estime qu'il est normal que cette demi-journée soit payée à hauteur de 80%. Alors, bien sûr, après, on peut se battre sur le montant de la demi-journée. Que vaut une demi-journée de graphiste Y et que vaut la demi-journée du graphiste X? L'important, c'est les 80%. Et c'est bien à l'acheteur public d'estimer ce montant. Donc, c'est l'acheteur public qui doit, lorsqu'il dit « je voudrais 2 maquettes d'affiches pour savoir et je demande à 3 personnes pour savoir avec lequel je vais travailler », il doit évaluer lui-même les 80% du prix qu'il évalue pour le concours. Ce n'est pas le prix de vente, c'est le prix qu'il estime nécessaire pour participer au concours. Alors, j'ai fait un petit exemple. Alors, je ne sais pas si tu peux le mettre à l'écran, Aurélie. J'ai fait un exemple d'application tout bête.
On va pouvoir le lire ensemble avec des chiffres, des chiffres concrets. Exemple d'application. On a l'hypothèse d'une affiche qui est rémunérée de 2 000 € hors taxe. J'ai pris ni un montant parisien, ni un montant région. On va dire qu'en région, on est sans doute un peu en dessous de cette enveloppe-là, et sur Paris, on est sans doute un peu au-dessus de cette enveloppe-là. Ça dépend évidemment du sujet et du budget qu'il y a derrière. Que se passe-t-il si on ne change rien? La fiche de l'année dernière a été faite, il y a eu un concours, il y avait 3 personnes, ils ont dessiné des choses, il y en a un qui a été retenu, il a gagné 2 000 €, les autres, il n'y avait pas d'indemnisation, n'ont rien eu. Donc, que se passe-t-il si on ne change rien? Si un concours est souhaité entre les 3 designers également cette année, la participation au concours est estimée à 1 000 €. C'est-à-dire que je prends mon prix global, je dis pour participer au concours, on a fait la moitié du chemin, et puis la deuxième moitié se fait avec le client quand il a retenu le projet et qu'on va finaliser le travail. On pourrait discuter, ça pourrait être 500, 1500, ça pourrait être 1500, 500. Je suis parti sur une base de moitié-moitié. Le prix de la création, donc, moins la finalisation. La participation au concours devra donc être indemnisée 800 € hors taxe. Alors, bien sûr, on pourrait dire oui, mais le concours, donc, ça vaut que 500 €, donc je vais indemniser 80% de 500 €. Et attention, si vous dites participer à un concours, ça coûte 500 € alors que mon affiche allait rémunérer 2 000 €, le hiatus il devient un peu large entre le prix estimé du concours et le prix total auquel vous allez acheter l'affiche. Donc, il faut se méfier parce qu'avec avec leur rendu, les graphistes, ils vous donnent aussi un devis. Donc, le gagnant pourra toucher donc les 1 200 € qui viendront s'ajouter à 800 € du concours, et il touchera au total les 2 000 € comme celui de l'année dernière. Le coût total de la compétition change en revanche, parce qu'on aura pour 3 graphistes 3 fois 800 € d'indemnisation, et les 1 000 €, d'ailleurs ce n'est pas 1000, c'est 1 200, vous voyez que le document doit être encore modifié. Donc le budget total sera de 3 400 €. Si on ne change rien, si on continue de faire la même chose, tous les coûts s'envolent. C'est ce à quoi sert ce petit paragraphe. L'exemple montre qu'il faut faire évaluer les choses il faut faire évoluer les choses pour éviter que les budgets s'envolent. Le fait de faire un concours appelle donc un budget supérieur ou de procéder différemment, de faire différemment entre la rémunération concours et la rémunération de la prestation. Dans tous les cas de figure, ça fait 2 items importants. Il faut réserver le concours au dossier qu'il mérite, et ça, c'est un vrai changement de fond. Beaucoup de commandes publiques étaient la maquette comme systématique dans tous les dossiers. Il n'y a peut-être pas besoin de mettre de la maquette systématique dans tous les dossiers. C'est pour ça que les graphistes font des books, c'est pour ça que les agences témoignent en ligne de leur expérience, etc. Il faut aussi lire ces documents pour choisir la personne avec laquelle vous souhaitez travailler. Et puis, sinon, il faut donc travailler sur une nouvelle répartition des budgets entre le concours et la prestation du gagnant. Alors, l'exemple, on reprend le même exemple et on dit comment on pourrait faire. Eh bien, avec le même budget de 2 000 €, on pourrait faire de la façon suivante. On ne fait plus travailler 3 personnes, mais on en fait travailler seulement 2. J'ai mis le « seulement » entre guillemets. Et puis, on leur donne à chacun une indemnisation de 800 €. Et puis, le gagnant aura une prime au gagnant qui sera de 400 €. Le designer lauréat touche moins qu'avant, mais je pense que ça n'entache pas sa motivation, parce que se lancer dans un concours aujourd'hui, pour un designer, un concours non rémunéré ou rémunéré des bouts de ficelle, c'est vraiment une épreuve. C'est-à-dire que vous n'êtes absolument pas sûr, même si vous êtes très bon, vous n'êtes absolument pas sûr de gagner. Et puis, si vous êtes, on va dire, normalement bon, vous êtes encore moins sûr de gagner. Donc, c'est vraiment une épreuve, parce qu'on a vraiment l'impression, je vous le dis en tant que graphiste, on a vraiment l'impression de travailler un peu au petit bonheur la chance, sachant que parfois, les décisions reposent sur des choses que vous ne maîtrisez pas trop. Donc, si et c'est ce que donc la règle demande maintenant, la standardisation de l'indemnisation va permettre de relever le niveau des concours et de sécuriser tout le monde dans son fonctionnement. Donc, on pourrait, je reprends mon exemple, avoir 2 fois 800 € plus 400 € pour le gagnant. Et on reste dans notre budget de 2 000. Ce n'est pas forcément très satisfaisant en termes de prix, mais en tout cas, c'est possible de le faire.
voilà, la nouvelle réglementation de la fiche pratique, donc elle va encourager le donneur d'ordre à bien choisir ses concurrents, ce qui n'est pas forcément une évidence aujourd'hui. Elle va obliger le donneur d'ordre à choisir en amont des projets, des gens avec lesquels il pense qu'il est souhaitable de travailler sur ce dossier, parce qu'il y a des références, parce qu'il y a quelques travaux qui permettent de penser que la personne va bien s'en sortir sur le dossier. Et si vous avez besoin de concours, donc de mettre en place cette mécanique. D'identifier les dossiers qui méritent l'investissement d'un concours, ça sera un des points, c'est-à-dire on ne met plus du concours partout, on en met quand c'est vraiment nécessaire. Et puis, de choisir les prestataires mis en concurrence en regard de leurs compétences et références, c'est ce que je viens de dire, pardon, je vais plus vite que le texte, sur le book qui vous est présenté par les concurrents. Mais dans les deux cas, c'est ça que je voudrais faire comprendre à tout le monde, les donneurs d'ordre d'un côté, les prestataires de l'autre, c'est que ça change tout. Et que ce truc qui est passé un peu inaperçu début juin, cette fiche pratique, elle change complètement la donne sur les marchés publics avec concours. Ça ne change pas grand-chose évidemment quand il n'y a pas de concours, mais ça change tout à partir du moment où on veut faire des concours. Et enfin, ça permet d'avoir une lecture qui est celle des graphistes depuis une vingtaine d'années, mais qui n'était pas forcément celle de tous les donneurs d'ordre. Par contre, ça appelle les donneurs d'ordre à se réorganiser dans leur consultation, c'est-à-dire de pas faire forcément de concours de manière systématique, et quand ils font un concours, d'organiser la répartition des prix. À qui ça s'applique? Ça s'applique à tous les marchés publics. Donc, c'est vraiment important. C'est un peu passé inaperçu. C'est pour ça que je me permets d'attirer votre attention sur le sujet. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez… on peut peut-être se revoir, Aurélie. Voilà. Peut-être vous avez des questions, des remarques, vous aviez peut-être déjà vu ou pas cette note des ministères. Voilà, ouvrons le dialogue parce que je n'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire sur le sujet. Oui, justement, est-ce que les donneurs d'ordre auront connaissance, tu penses, pour la plupart de ce nouveau document ou… Qu'est-ce qui parle? Je sais pas. Pardon, j'ai coupé la caméra parce que j'ai une très mauvaise connexion, c'est Charlotte. C'est Charlotte, d'accord. Alors, écoute, c'est un peu leur job d'être au courant. Et moi, mon job de syndicaliste, c'est d'essayer de partager au maximum. Mais dès que ce document nous aura été validé par écrit par le ministère, parce qu'on ne peut pas trop avancer non plus, là, on est dans l'attente de la validation par écrit du ministère. On l'a par oral, mais on ne l'a pas par écrit. J'espère que ça ne va pas demander 6 mois pour avoir cette validation, mais dès qu'on aura ça, on en fera la publicité. Moi, les premiers échos que j'ai de clients donneurs d'ordre, c'est qu'ils disent, à partir du moment où c'est clair, ils appliqueront. Mais faut-il encore qu'ils soient au courant, ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement… c'est surtout tous les services juridiques, hein, ce n'est pas les DIRCOM qui posent problème souvent, ce sont les services juridiques qui sont tellement sûrs de leur lecture du marché public qu'ils ont du mal à entendre que les choses évoluent et que cette fiche pratique est sortie, par exemple. Mais normalement, c'est aussi à vous de leur rappeler peut-être. C'est pour ça que j'ai fait ce PDF, parce qu'on va pouvoir l'envoyer aux gens en disant mais tenez, regardez ce qui vient de sortir en juin 2020, ça change un peu les donnes, et donc ça change ce que vous demandez comme maquette dans votre marché. Oui, c'est plutôt encourageant. Ah, mais c'est une révolution pour moi. Ça change. Les 20 ans qu'on vient de passer pour faire simple, à se batailler, à se bouffer le nez sur des lectures, sur des principes, sur vous demandez trop, vous demandez, etc. Avoir un texte comme ça qui fait référence est vraiment intéressant. Là, Jean-Marie. J'arrive. Attends. C'est bon, on vous entend. C'est bon. Merci Franck de cette présentation, de cette lecture et de cette aide à la lecture, surtout aussi, parce que j'en avais pris connaissance quand tu l'as envoyé il y a quelques jours ou par le biais du Club de la Presse. Mais effectivement, il faut arriver à le déchiffrer un petit peu. Hein. On sent que c'est écrit d'une certaine façon. Il y avait plusieurs choses. Il y avait la première chose, c'était le montant d'un marché public. Aujourd'hui, il me semble que c'est aux alentours de 40 000 euros, quelque chose hors taxe, ou 45 000 hors taxe, non, je me trompe. Alors, c'est un principe qui s'applique à la commande publique. Donc, en fait, on parle de tous les montants.
D'accord, même quand c'est une demande de 3 devis, parce qu'ils ont besoin de 3 devis, bien évidemment, associés à éventuellement un échantillon, enfin une esquisse en l'occurrence. Alors, à partir du moment où ils vont demander, quand ils demandent 3 devis, ils font ce qu'ils veulent et chacun donne ses devis. C'est à partir du moment où ils demandent la notion d'échantillon, souvent avec un mini cahier des charges qui correspond au dossier, c'est là qu'ils devront appliquer cette règle-là, c'est-à-dire la règle de l'indemnisation à hauteur de 80% de l'estimation de la valeur marchande de ce qu'ils ont demandé. D'accord. Alors, d'accord, donc effectivement, j'avais imaginé que c'était peut-être l'ordre d'appel d'offres, donc structuré pour une somme de l'ordre de, j'ai plus la somme tout à fait exacte en tête, mais de l'ordre de 40 000, donc c'est indépendant. Très bien. C'est indépendant de la somme, c'est-à-dire que pour un marché d'une affiche d'un de festival, 2 000 euros, ce que tu as 5 000 € présenté. de budget, ils peuvent appliquer c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent appliquer cette règle. À partir du moment où ils demandent des échantillons, que ce soit pour un marché de 1000 ou de 100 000, ça sera la même logique. Très bien. Alors, la notion aussi de la base tarifaire, puisque, comme tu l'as dit, la base tarifaire journalière ou demi-journée, peu importe, prenons la journée, c'est peut-être aussi simple. Hein. Entre dans le métier, est-ce que tu sais Alors, vers quoi on s'oriente à peu près ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est là où ils vont devoir être, on va dire, inventifs. Quand ils posent ces problèmes-là, dans les réponses, ils ont des gens qui ont accepté, parce qu'ils doivent donner un montant, forcément. Ils devront dire c'est indemnisé, par exemple, faisons simple, c'est indemnisé et arrondissons les 800 €. Ça veut dire qu'a priori, la valeur de ce qu'ils demandent, ils l'ont estimé à 1 000 €. Voilà. Mais s'ils donnent 300 €, ça veut dire que la valeur de ce qu'ils demandent, ils l'ont estimé à 300 € plus 20%, environ entre 350 et 400 €. Voilà. C'est à eux de donner. C'est pour ça que ça va induire une certaine transparence, parce que si ils estiment que ce qui est demandé pour le concours vaut 400 € et qu'ils l'indemnisent, donc 80% de 400 €, mais si derrière ils acceptent des devis pour le visuel tout seul à 1 000 ou 2 000 €, il y a, à mon sens, pas de logique entre le prix estimé pour le concours et le prix global, enfin le prix total du visuel. Donc, c'est à eux aussi de se positionner. C'est une règle qui reste souple, c'est-à-dire que chacun peut se positionner un peu comme il veut, mais il y a une logique, il y a cette barrière des 80% qui est instaurée. Et c'est une réponse, encore une fois, l'AFD, dans ses discussions depuis tout ce temps, dans le petit guide de la commande, etc., on n'avait jamais abordé le problème comme ça. Et en fait, c'est peut-être la solution originale que propose le ministère, qui est de dire c'est à vous d'estimer la valeur de ce que vous demandez pour le concours et de l'indemniser à hauteur de 80%. Et donc, effectivement, ça va être difficile d'avoir des. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix de base. Après, on a des références. Il y a au ministère de l'Industrie, il y a le prix d'une journée d'un graphiste débutant, c'est, je ne sais plus combien, c'est 300, 400 € peut-être, je ne sais plus. Là, je vais peut-être dire des bêtises, donc je ne vais pas en dire beaucoup. Mais il y a des prix de référence entre un graphiste senior, un graphiste junior. Il y a des prix de référence. Ce qui veut dire que si on prend le problème un peu différemment, ils font un concours avec esquisse, pour reprendre ton exemple d'affiche qui est très bien et très simple aussi. Voilà, donc concours d'affiches, 3 agences, 3 graphistes sollicités, avec chacun doit présenter au minimum une esquisse. Et que chacun donc sont pas rémunérés à l'heure actuelle, hein, puisque nous sommes dans le cas où va l'être dans un temps prochain et assez rapide, et chacun effectivement font un prix à peu près équivalent, chaque graphiste, chaque agence, à 2 000 €, pour être très simple et reprendre ton idée. Donc, ce qui veut dire que 80% des 2 000 €, c'est au calcul. Alors, suivant si tu redivises par 3 parce que tu fais 3 esquisses, ou si tu prends directement le 80% des 2 000 €. Auquel cas, ça te fait, sauf erreur de ma part, ça te fait 1 800 €. Alors, 2 000 €, c'est le prix d'achat d'un visuel fini. Et je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre un visuel de concours et un visuel fini.
C'est pour ça que j'ai coupé un peu la poire en deux dans l'exemple. 2 000 € pour le visuel fini, 1 000 € pour le visuel de concours. Parce qu'entre le moment où la fiche est choisie lors d'un concours et le moment où on donne un PDF à l'imprimeur, il se passe du temps quand même. Il se passe un peu de temps. En fait, c'est bien la valeur de ce qui est demandé pour le concours, ça c'est clairement exprimé. C'est bien la valeur de ce qui est demandé pour le concours qui doit être indemnisé à hauteur de 80%. Mais ça va être à eux d'avancer en disant, et donc ça va obliger le donneur d'ordre à réfléchir vraiment sur ce qu'il demande pour un concours. Et en plus, comme il va payer, il va réfléchir d'autant plus. Il a vraiment estimé la valeur de ce que l'on demande. Mais c'est bien, il faut faire la différence entre le prix global et le prix du concours. Et en même temps, il ne peut pas y avoir un trop grand écart. Plus de 50% me paraîtrait un peu surprenant. On ne peut pas dire le visuel de concours qui est celui qu'on choisit, il vaut 300 € et la prestation jusqu'au BAT imprimeur, et je ne parle pas de déclinaison, je parle seulement du premier visuel, elle est, elle, à 2000. Ce n'est pas cohérent entre 300 et 2000. Et il n'y a pas 1700 € de finalisation. Ce n'est pas vrai. Donc voilà, ça va être un truc un peu laissé à… Mais ça va être aussi une façon pour les donneurs d'ordre de voir avec qui ils veulent travailler. Parce que de toute façon, ils sont obligés de choisir par rapport à des candidatures, parce que là, ça va générer des candidatures de graphistes qui vont vouloir participer. Mais tout le monde ne peut pas participer, évidemment, comme c'est rémunéré. Même si parfois on voit des concours qui passent où il y a une rémunération, mais il n'y a pas de limite. J'ai vu ça pas plus tard que l'année dernière et c'était, je me demande si c'était pour la région, enfin bref, c'était un exemple proche. Ils offraient une indemnité, mais ils n'avaient pas fixé de nombre de concurrents. C'était un peu bizarre. Donc tous les gens qui participaient pouvaient avoir l'indemnisation. Bref. Donc ça va les obliger à dire on va mettre 2 personnes en compétition ou 3 personnes en compétition. Plus on met de gens en compétition, plus ça nous coûte cher. Donc forcément, on réfléchit à l'opportunité d'en mettre plus que de raison. Et puis, on va surtout choisir ces gens qui, sur une lettre de candidature ou sur une présentation de dossier, des gens qui disent nous, on a déjà fait ça, ça et ça, ça nous paraît intéressant et on se pense capable de répondre à votre demande. Et là, le donneur d'ordre public va pouvoir dire oui, effectivement, lui et lui sont intéressants pour ce dossier. On les choisit et on les met en concours avec indemnisation. C'est une mécanique tout à fait nouvelle pour eux. Oui, tout à fait. Le choix de la commande publique, il était reporté au final, quoi. Là, on parle d'esquisse, d'échantillons. Est-ce qu'on considère qu'une stratégie, donc la réflexion stratégique qui est demandée aussi pour d'autres dossiers, enfin, ou des dossiers similaires, peu importe, sans la partie visible qui est l'aspect visuel, quel qu'il soit, est-ce que l'aspect stratégique, réflexion stratégique, sera pris en considération? Est-ce qu'on considère que c'est de l'échantillonnage? Les exemples cités dans la fiche pratique sont des exemples de production graphique. Mais à la lecture du texte, réflexion. Ouais. À la lecture du texte, il n'y a aucune raison que ça ne s'applique pas. Les seuils qui sont donnés, les charnières qui sont démontrées peuvent tout à fait s'appliquer à une reco. Pour information, quand nous répondons à des dossiers en compétition auprès de donneurs d'ordre régional, départemental ou autre encore, en moyenne, on se situe de 7 à 9 jours hommes de travail. Bien sûr. Donc, ça représente un sacré volume de travail. Quand nous sommes plusieurs agences à répondre, alors 3 minimum quand ils ont besoin de 3 de vie, ou plus 7, j'en sais rien d'ailleurs, ça représente quand même, si on part de 500 € la journée, que facture une agence en moyenne. Donc, on va minimiser un petit peu puisque nous sommes sous la forme d'une compétition. Donc, évidemment, on ne va pas valoriser pleinement. On va tomber peut-être à 300 €. On va essayer de retomber sur nos pieds à 300 € la journée, multiplié par 7 jours, multiplié par le nombre de candidats qui ont déposé un dossier digne de ce nom posé sur le bureau. On arrive à plusieurs milliers d'euros posés sur un bureau. Il y a un manque un peu d'éco-responsabilité, je dirais presque. C'est quand même cramer de l'intelligence, cramer du travail assez facilement. C'est vrai qu'il faut se poser la question. Mais c'est tout à fait ça. Et c'est ce, je crois, ce que vient combattre
cette fiche qui arrive fort tardivement, mais qui arrive juste à la fin du confinement. C'est plutôt C'est le une monde bonne d'après. nouvelle. C'est le passeport pour le monde d'après. Mais c'est vrai que c'est une vraie révolution. La situation que tu décris est tout à fait vraie. Il y a bien souvent, par ailleurs, plus de boulot sur la table que n'en sera payé par le donneur d'ordre. Donc, globalement, la profession s'appauvrit. Et en même temps, on sait bien que les prestataires sont aussi de très mauvais élèves parce que parfois, ils ne peuvent pas s'empêcher de fournir du travail en plus alors qu'ils ne l'auraient pas demandé. L'autre jour, sur un marché public pour les musées de Rouen, il n'était pas demandé de maquette. Et dans les questions partagées sur le serveur, un prestataire demandait « Mais qu'est-ce qu'on doit vous fournir comme maquette ?» Voilà, on en est là aussi du côté des prestataires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de chercher à prouver qu'ils sont motivés et qu'ils sont capables de le faire. Ils pourraient le faire différemment, hein, mais voilà. La recommandation depuis toujours, y compris dans ce bouquin-là, que ce soit pour du graphisme ou pour de la reco, la recommandation, ça a toujours été de dire parlons méthode de travail, parlons calendrier, parlons référence. Point. On ne parle pas de la réponse. La réponse, c'est quand on se met au travail et quand on a un bon de commande, comme le dit la règle basique des marchés publics. On ne travaille pas avant d'avoir un bon de commande. D'autant plus que pour abonder dans ce sens-là, c'est que le mot esquisse est vraiment casse-gueule. Ça veut dire que tu es tout seul dans ton coin, il y a eu un cahier des charges, il est ce qu'il est, tu ne connais pas forcément le client, tu ne connais pas la problématique, tu ne connais pas forcément tous les objectifs, tu ne connais pas les goûts du client, même si tu ne réponds pas au client, mais tu réponds à des objectifs, donc ce qui peut être très différent. Faire ces esquisses, je trouve que c'est très casse-gueule parce que c'est jugé des fois par du j'aime ou j'aime pas. Donc, tu as mis du rouge et pas de bol, le directeur, il aime pas trop le rouge. Donc là, alors, c'est un vrai problème que tu soulignes là parce que souvent, ça plombe le projet, tout simplement parce que les éléments de concours ont tendance à remonter assez haut dans la pyramide de décision. On est d'accord. Que le grand président, il a vu la fiche rouge, il a dit que c'est celle-là qui était la bonne. Ensuite, quand on commence à travailler sur le dossier avec la communication, on s'aperçoit que la piste rouge n'était pas la bonne parce qu'il manque ceci, il manque cela, etc. Et quand on modifie le projet, on a du mal à le modifier parce que le DIRCOM, il sait bien que le grand chef, il a vu la rouge et que voilà. Et quand malgré tout, on arrive à avancer, quand on revient vers le grand chef et qu'on lui dit, bah, en fait, c'est plus la rouge parce que et le grand chef, il dit, ben moi, j'ai validé la rouge. Donc, c'est quoi cette histoire? Donc, en fait, voilà, on faisait un bel exemple de la charrue avant les bœufs et voilà. Donc, effectivement, ça vient aussi rectifier tous ces problèmes-là. Mais il va falloir du temps pour que cette nouvelle culture s'impose, même si juridiquement, elle est un peu plus ferme que des bonnes volontés et des bonnes intentions de travailler mieux. Voilà, je cite un exemple, je ne vais pas donner le nom, mais il y a une circulaire il y a 2 ans que l'AFD avait réussi à arracher au cabinet du ministre de la Culture. À l'époque, c'était Fleur Pellerin. Elle avait fait une circulaire qui interdisait dans la commande culturelle publique les maquettes non indemnisées. Il y a des précédents quand même. Hein. C'était une circulaire ministérielle qui a à la limite plus de valeur que la fiche pratique du ministère. J'avais envoyé ça à une grosse maison culturelle du coin qui demandait des maquettes gratuites. Ils avaient dit OK, bon, donc on enlève ça. La fois suivante, dans leur nouvel appel d'offres, ils proposaient une indemnisation à hauteur de 150 € TTC. C'est eux, prenez un exemple tout à l'heure, pour une liste d'une page de choses à produire. En fait, il y a aussi un problème il y a une mission d'acculturation de tous ces gens qui n'estiment pas que ce soit vraiment fondé. Parce que s'ils estimaient que c'est fondé, ils ne donneraient pas 150 € TTC pour une liste longue comme le bras de choses à produire. Si c'était fondé, ils se diraient « Ah oui, quand même, bon, donc s'il faut qu'on rémunère, on va essayer de… » Donc, il y a du travail à faire chez les prestataires pour leur expliquer qu'il faut arrêter de travailler gratuitement, que ce n'est pas la bonne solution pour la profession en général. Il y a du travail à faire chez les donneurs d'ordre pour leur expliquer que maintenant, la règle, c'est une contrainte et qu'ils doivent faire avec. Et qu'à la limite, on est là pour les aider à organiser ces concours. On n'est pas là pour essayer de les piéger ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment un travail collaboratif qu'il faut faire. Et voilà, il y a du boulot des deux côtés.
Mais je dois avouer que cette fiche pratique qui a valeur de référence, hein, il ne parle pas au conditionnel, hein, les textes sont écrits au présent et à l'impératif. Cette circulaire va nous aider, cette fiche technique, pardon, c'est bien précis sur les termes, va nous aider à faire respecter les règles. Il y a Émilie Guillaume qui avait demandé la parole. Du coup, elle a posé sa question dans le chat. Donc, côté donneur d'ordre, comment les petites structures peuvent déterminer les montants, même si une grille n'existe pas? Quelles références ils peuvent prendre? Alors, je ne sais pas, Émilie, si vous souhaitez ouvrir votre micro, parce que ce n'était peut-être pas cette question-là que vous vouliez poser en levant la main. Si, c'était tout à fait celle-là. Bon, ben voilà. Bon. C'est à vous d'apprécier le montant global de budget que vous avez pour cette opération, parfois aussi le montant que vous avez payé l'année précédente, par exemple, dans le cas d'un truc qui revient annuellement, et puis de voir si avec ce budget-là, vous pouvez ou pas honorer les nouvelles contraintes d'une mise en compétition. Puis, si vous avez suffisamment de budget, vous pouvez monter le concours. Si vous n'avez pas suffisamment de budget, vous pouvez aussi, les donneurs d'ordre ont le droit de choisir avec qui ils vont travailler. Parfois, ça se heurte à des cultures ou des obligations juridiques internes, mais qui vont avoir tendance à disparaître. Hein. La culture juridique interne, elle dit toujours 3 devis. Elle ne dit jamais 3 devis et des maquettes. Ça n'a jamais été écrit. Ils ne sont pas fous, les directeurs juridiques. Donc, vous avez parfois des obligations de devis multiples, mais vous n'avez jamais d'obligation de maquettes multiples, puisque par définition, a priori, elles n'existent pas. Là, clairement, cela interdit au donneur d'ordre de demander des maquettes gratuites et lui demande de savoir s'il a les moyens d'organiser une compétition. Donc, si c'est des petits montants, y a-t-il besoin d'une compétition? Oui, je rajouterais, puisque Émilie est côté donneur d'ordre, donc si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, oui. Voilà, rien n'empêche au donneur d'ordre, quand il est en écriture d'un projet de communication, quel qu'il soit, de rencontrer quelques graphistes, un ou deux, quelques agences, une ou deux, et de commencer à présenter son projet et d'avoir un retour sur le graphiste, le designer ou l'agence pour voir côté prestataire comment ils voient ce travail, comment ils le quantifient en termes de jours, en termes de sous, voilà. Et c'est une approche plus relationnelle qui n'empêche pas de faire après ça, évidemment, dans les règles de l'art, les 3 devis et éventuellement des esquisses si ça va jusque-là, voilà. Mais je pense que ça permet justement de faire une collaboration positive pour notre métier qui est de votre côté, de notre côté, des côtés des graphistes et ainsi de suite, et toute la chaîne de tous les métiers de la communication, plutôt qu'on la professionnalise, hein, qu'on la rende encore meilleure aux yeux de ceux qui ne sont pas de la com. Donc, je sais que certains donneurs d'ordre le font, me téléphonent et demandent déjà des enveloppes budgétaires, mais c'est fait un petit peu rapidement. Mais enfin, ça permet de quantifier que pour une stratégie, quand on passe 3-4 jours de réflexion, c'est le temps nécessaire. Alors peut-être que mon petit copain d'à côté, voisin, agence, n'y passe qu'une journée ou il passe 10 jours. Je ne sais pas. Je donne mon point de vue. Après ça, c'est effectivement au donneur d'ordre peut-être de récapituler tout ça et de dire, bon, allez, 4 jours devraient suffire, par exemple, sur un sujet. Ça me rappelle un peu un campus sandwich sur l'importance de l'étape du brief, non, Franck? Oui, c'est un peu le même combat. Bah oui. Le combat de l'Alliance française des designers depuis toujours est de dire une compétition fait partie intégrante du projet. Et bien souvent, la compétition est vue comme une étape en amont du projet. Et après, on commence à travailler sur le projet. Ce qui est bête parce que souvent, la compétition, elle est organisée pour initier le projet. Donc là, c'est une obligation maintenant de considérer le projet comme partie intégrante, comme l'étape 1 ou l'étape 0 du projet. Et ça, c'est vraiment c'est la notion nouvelle qui est rendue obligatoire par ce texte, parce qu'on va être obligé de tenir compte des budgets
Et encore une fois, Émilie, s'il y a besoin d'une compétition, il n'y a pas forcément besoin d'une compétition partout. Vous pouvez demander aux gens de présenter leur motivation, même sans les avoir rencontrés, parce que sinon on peut toujours soupçonner que c'est du copinage. Mais vous pouvez avoir une démarche d'ouverture en disant il y a ce concours, viens qui veut, et puis vous demandez seulement une petite lettre une note de motivation qui ne doit pas parler du projet, mais qui doit dire pourquoi moi j'estime, Franck Dubois, être capable de répondre à votre projet, parce que j'ai déjà fait ça, ça et ça, et je vous fournis le travail que j'ai déjà fait, qui me paraît en phase avec votre demande. Et ça, c'est toujours possible. Et après, vous choisissez si la personne avec laquelle vous voulez travailler, ou vous montez une compétition parce que vous avez un peu de budget pour le faire. Et reprenez l'exemple qu'on vous donnera dans le PDF que vous n'avez pas, l'exemple d'application qu'on avait tout à l'heure. Pour un même budget, on peut arriver à caser tout ça. On peut arriver à caser une petite compétition, mais avec 2 personnes seulement, et une rémunération moindre du gagnant, mais une rémunération plus équitable des concurrents. Ça, c'est toujours possible sur un budget égal. Franck, est-ce qu'on peut communiquer cette fiche que tu nous as envoyée ou elle reste confidentielle? Dis-moi à quel niveau nous sommes là. Alors, normalement, pour qu'elle fasse foi, il faudrait qu'on ait eu une validation qu'on est en train de demander à l'AFD, écrite du ministère. Notre seul souci, c'est que je ne sais pas si ça va demander 15 jours ou 15 mois. Ou 15 ans. Mais 15 ans, j'espère pas, parce que je ne vais pas avoir le temps de finir. Sinon, bon. Donc, pour l'instant, gardez-la pour vous, parce que de toute façon, je vais déjà rajouter un lien vers la fiche sur le site du ministère. Je vais, il y a deux, trois autres points qu'il faut que je modifie. Et donc, on va la faire suivre au fur et à mesure, mais il est clair qu'il faudra qu'on arrive à un document définitif quand on aura la validation écrite du ministère. Et pour l'instant, en toute transparence, j'ai la validation orale. Et sur un texte, c'est surtout le point des 80% qui est important. Mais la lecture du texte n'est pas très compliquée. Pour le coup, il y a des zones beaucoup plus sombres dans le document que cette zone-là. Donc, les 80% sont validés, à mon sens. Mais bon, voilà, pour l'instant, ce document. Mais vous pouvez aussi, dans le prochain PDF, vous aurez le lien vers le document du ministère tout seul. Quand vous êtes face à un client et que ça peut poser problème, vous pouvez lui envoyer soit le lien direct vers la fiche du ministère, pardon, soit ce document avec les explications. Les deux sont possibles. Vous voyez ce qui est le mieux. Hein, c'est pas, Oui, commercialement, balancer ça balancer ça au donneur d'ordre, je ne suis pas sûr que ce soit très positif. Voilà. Oui. Le jour où tu reçois, je suis sur une compétition à l'heure actuelle où ils demandent des esquisses, clairement, ce qui est extrêmement compliqué, bien évidemment, puisqu'on ne connaît pas le client, on ne connaît pas la genèse du projet, on ne connaît pas le brief. Il doit faire 2 pages, mais ce n'est pas suffisant. Il y a 1000 questions encore à connaître, à avoir, pardon, et puis parfaitement connaître le client. Donc, c'est forcément casse-gueule. Et donc, on ne peut pas, c'est difficile de lui dire, voilà, maintenant, il faut retirer votre dossier et puis il faut payer. Hein, commercialement. Commercialement. Mais est-ce qu'on est vraiment dans le commercial, là? Non, on est dans le juridique, là, dans la pédagogie juridique. Bien sûr. Okay. C'est sur les méthodes de travail. Tout à fait. Quelqu'un d'autre a une question ou... Il n'y en avait pas dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole encore avec une question? Ou citer un exemple, hein, c'est toujours bien les exemples. Comme ça qu'on avance. Estelle qui dit « Car parfait, les budgets ne peuvent pas intégrer l'indemnité. Car parfois et non, parfait. » Il y a une faute dans le texte, c'est ça? Non, c'est elle qui avait fait une faute. Dans... Ah, pardon. Confirme, j'ai fait une faute. Voilà. D'accord. Mais si les indemnités doivent faire partie intégrante du projet, à partir du moment où on veut une compétition. Mais du coup, c'est très intéressant parce que on n'avait pas. Parfois, on a du mal à le défendre auprès de la hiérarchie. Oui. Sur la reconnaissance réelle du travail fourni. Même ébauche, esquisse, ça reste un travail, donc il faut pouvoir le rémunérer. Donc, avoir un outil qui nous permet encore plus, en côté donneur d'ordre, de le faire entendre auprès de notre hiérarchie, tant mieux. Hein. Alors, bon, le texte vaut pour la commande publique.
par déclinaison, souvent, il va vers la commande privée, même si je dois bien avouer que les privés sont beaucoup moins compliqués que les publics sur cette histoire d'appréciation des maquettes. Moi, la plupart du temps, sur des compétitions privées, quand j'ai demandé une indemnité, je l'ai eu. Ça ne posait pas de problème. C'était normal. Voilà, c'est la réalité des DIRCOM privés-publics, elle est aussi celle-là. Sauf que ça se fait un peu différemment. Je me souviens d'une compétition avec une grande banque où j'ai été le seul à demander une indemnité. J'ai été le seul à en avoir une. Et on n'a pas gagné. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'était la compétition au service du projet. C'est ça aussi qui fondamentalement est important dans ce nouveau truc, c'est que tout le monde travaille pour le projet. Et même la candidature qui n'est pas retenue, pardon, pas la candidature, le projet qui n'est pas retenu sert à justifier le projet gagnant. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le projet perdant, il est perdant par rapport à un autre projet. Et s'il a servi à mettre en avant que l'autre idée était meilleure, pour en éliminer une, eh bien, il a servi à quelque chose dans la compétition. Qui est donneur d'ordre là? Peu. Si, Estelle. Donc, Émilie, c'est ça? Émilie, oui. Mélodie, elle travaille à l'opéra, donc normalement, elle fait partie des donneurs d'ordre. Tout à fait. Et voilà, elle est là. L'opéra qui est déjà soumis de fait de la directive circulaire Fleur Pellerin est déjà soumis à l'obligation d'indemnité. Normalement. Je m'avance doucement parce que je n'ai pas l'information sur la référence. Vous pouvez en parler un peu? Non, vous ne pouvez pas en parler? Mélodie? Non. Il n'y a pas de micro, alors de toute façon, ça... Voilà. Non, je ne sais pas pour le coup. En plus, moi, je vais m'occuper pour la première fois du renouvellement de l'archigraphiste oui. à l'opéra. Mais voilà, je viens vraiment pour prendre de l'info. Oui. Ben, ça, alors, il y a 2 règles pour l'opéra, parce que c'est assimilé à de la commande publique, même si c'est un EPCI, etc. C'est la circulaire de Fleur Pellerin, qui est facilement trouvable sur le site de l'AFD, par exemple. Et puis, ce nouveau document qui va donc avoir une forme de contrainte dans votre procédure. Mais encore une fois, je pense que c'était bien pour le projet. Ça va vous permettre, si vous avez besoin d'une compétition, de mettre en place une compétition. J'en profite, n'oubliez pas les Normands, au passage. Parce que la plupart des grosses collectivités, des grosses maisons de culture normandes font faire leur communication à Paris. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait un club de la presse et de la communication de Normandie. Voilà. Ne les oubliez pas. Alors, je ne suis pas décisionnaire. Bien sûr. Mais vous savez aussi que la région, par exemple, a fait un geste assez fort sur le sujet. La région ne travaille qu'avec, en région en direct, la région ne travaille qu'avec des agences normandes, sauf quand elle n'a pas la compétence sur le territoire. Et pour faire une communication d'opéra, il y a la compétence sur le territoire. Mais il est vrai qu'il faut, pour le donneur d'ordre, c'est vrai que ça l'oblige à rencontrer pas mal d'agences, de graphistes et bien connaître le tissu de ce secteur de la communication parce que un graphiste sera très à l'aise, un autre un peu moins, une agence sera spécialisée sur tel ou tel. Et je conçois que pour vous, donneur d'ordre, direction de la communication, chargé de la communication, c'est pas facile, mais ça a été écrit, je crois, de Estelle, d'où le rôle du responsable de com ou DIRCOM, peu importe, comme chaînon de compréhension face au j'aime ou j'aime pas. Effectivement, et au-delà du j'aime ou j'aime pas, c'est de choisir la bonne agence, le bon graphiste sur le sujet. Et c'est vrai que c'est certainement pour vous beaucoup de temps, moi étant dans la profession depuis quelques années avec mes cheveux blancs, peut-être un peu comme Franck, enfin, bon, pas cheveux blancs, pas cheveux du tout, comme ça, voilà, c'est pire. Donc voilà, donc c'est vrai que ça demande beaucoup de temps pour la bonne connaissance. D'ailleurs, à Paris, il y a des agences, je pars un petit peu, mais il y a des agences qui aident les donneurs d'ordre à choisir leur agence, donc qui ont une connaissance
très approfondie du monde de la communication et suivant tel ou tel sujet, va aider le donneur d'ordre à retenir 3 ou 4 agences en compétition pour ne pas s'étaler et pour avoir un très haut niveau de rendu. Alors, c'est un des chevaux de bataille, des chevaux de bataille de l'AFD, c'est l'insertion dans les groupes de décision de graphistes, c'est-à-dire des graphistes dont la mission est d'accompagner le client sur le choix du graphiste. Parce que je ne parle pas d'agence de com, je parle plutôt de la sensibilité du graphisme qui est souhaité et demandé. Et en fait, on fait ça pour sortir soit du j'aime pas, qui est toujours un peu ambigu, soit des attendus un peu trop forts de gens qui prétendent avoir une culture visuelle, qui ne l'ont pas forcément, mais qui vont appliquer. Voilà, c'est toujours tendu. Il y a des gens qui peuvent. Alors, soit on choisit parce qu'il y a une aura autour du graphiste, c'est souvent ce qui doit prévaloir les choix de graphistes plutôt vers la capitale, mais la culture graphique, ça ne s'invente pas non plus. Donc, voilà, et ce n'est pas parce que ça fait 20 ans qu'on commande des affiches qu'on a une culture graphique. Donc, c'est des domaines un peu compliqués, il y a beaucoup de subjectivité, il y a un petit peu d'objectivité, et ce document-là aide à amener de l'objectivité dans le processus, mais nous, on préconise souvent qu'il y ait un graphiste associé au choix, parce que ce graphiste, il va vraiment pouvoir faire ce que dit Estelle, c'est-à-dire sur les aspects de sensibilité artistique. Il va pouvoir dire, oui, mais regardez, entre celui-là et celui-là, vous n'avez pas les mêmes… Voilà. On va pouvoir décrypter un petit peu. Ça existe aussi pour les gros dossiers. Notamment, l'opéra, c'est un gros dossier. Parce que ça, voilà. Mais on dérive là, on dérive sur le régionalisme. Il ne faut pas. Bon, tu ne pouvais pas t'en empêcher, Franck. Ah ben, mais non, mais ça fait partie de la culture régionale et de notre richesse. C'est bien d'avoir un opéra. C'est bien aussi d'avoir des graphistes qui peuvent travailler pour l'opéra, parce qu'on nous demande souvent, quand on veut travailler pour une grosse maison de culture en Normandie, je l'ai vécu 15 fois, d'avoir des références de grosses maisons de culture. Et quand on répond que toutes les grosses maisons de culture de Normandie font appel à des graphistes extérieurs, comment voulez-vous qu'on ait des références culturelles sur notre territoire, vu que… Et bien là, il n'y a pas de réponse, forcément. Mais c'est une façon aussi d'écarter les régionaux. Et c'est dommage, parce que les gens qui vont à l'opéra sont aussi de métiers qui ressemblent aux nôtres. Donc, c'est important de cultiver tout ça. Et je dis ça, je dis ça parce que c'est une réalité et qu'il y a beaucoup de graphistes du coin qui ont fait la communication de l'opéra il y a longtemps. Ça n'a jamais été que ça. Hein. Vous pouvez reprendre l'histoire de la communication de l'opéra, vous trouverez des graphistes locaux. Voilà. Bon, enfin, bref. Charlotte qui cautionne tout ce que tu dis et qui a la même déontologie parce que du coup, elle est de l'autre côté. Merci, Charlotte. Et donc, ça, je vous envoie une version corrigée assez vite. On la fera passer par le club. Et puis, il y aura une version définitive quand on aura la validation du ministère. Et là, pas d'indication de timing. On a tenu le délai, on est bon? On est parfait. Donc effectivement, Franck, j'attends que tu me fasses passer le document et on le mettra avec le compte rendu et le replay et vous aurez accès à tout ça via la newsletter de lundi 13 juillet qui sera lue pour ceux qui feront le pont le 15 seulement. Ça sera tout autant d'actualité, pas de souci. Okay. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir participé et poser vos questions et donner vos exemples aussi. Et j'espère à bientôt. En tout cas, pour les rendez-vous du club, ça sera septembre et promis, beau programme à la rentrée. On a plein de choses dans les tiroirs et il y a des choses déjà calées sur le mois de septembre qui sont très, très chouettes au-delà de la traditionnelle soirée à Deauville sur les planches, notre belle soirée de rentrée au Festival du cinéma américain qu'on est en train de caler. Bel été à tous et à très, très bientôt. Merci. Au revoir. Bonnes vacances. Merci de même. Au revoir.